Hello à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, alors dont le format sera un petit peu exceptionnel, hein. Je vais tester de nouvelles choses, notamment avec l'activation de la vidéo et les partages d'écran. Je suis pas très à l'aise avec tout ça, mais bon bah voilà, comme vous tous, hein, j'apprends. J'apprends au fur et à mesure, hein. Je suis pas un spécialiste des montages. Alors cette vidéo, sera un petit peu spéciale, hein. On va sortir un petit peu des points de marché traditionnels, hein, que je vais continuer à faire parce que c'est quand même, c'est un peu ma passion et puis c'est un peu le cœur des problématiques de liberté financière, hein, qui est l'investissement. Mais là, au vu, de la situation, notamment, française avec la campagne présidentielle, bah, j'ai jugé intéressant de donner un point de vue, une vision, de ce que défendent les différents candidats à la présidentielle, mais d'un point de vue strictement, financier, orienté en fait par rapport à votre projet professionnel et votre rapport à l'argent. Alors, je vais tenter de faire un partage d'écran. Voilà. Alors, donc je ne sais pas si vous voyez, bien. Donc voilà, donc là, c'est ce petit dossier que j'ai pris du temps pour travailler. Donc là, vous avez la photo un peu de l'ensemble des candidats, à cette élection, présidentielle, hein, qui aura lieu maintenant dans moins de 3 semaines. Et voilà, je me suis posé cette question, qui vous aidera le mieux à conquérir votre liberté financière parmi, parmi ces candidats? Donc je sors des aspects vraiment, on va dire, sentimentaux, l'aspect, tout ce qui est moral et tout ça. Je m'intéresse vraiment au rapport, hein, finalement, puisque l'élection présidentielle, c'est le rapport d'une femme, d'un homme avec un peuple, c'est la rencontre d'une femme et d'un homme avec un peuple. Bah là, en fait, dans cette vidéo, j'essaye de présenter en fait la rencontre entre une femme et un homme avec, en termes de matching, avec votre rapport à l'argent, votre situation professionnelle et vos projets. Alors, voilà, je commence par une petite citation liminaire de Michel Rocard, hein, qui indique: si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est elle qui s'occupera de vous. Alors moi, je suis pas quelqu'un, voilà, je ne suis pas un acharné de la politique, je ne suis pas la politique de manière quotidienne, mais j'essaye de m'intéresser aux grandes lignes, à la philosophie, on va dire, politique. Pourquoi? Parce que il y a un lien, hein, notamment via les impôts, via la fiscalité, il y a un lien entre la manière de gérer votre argent et votre carrière et les, les décisions que peuvent prendre nos dirigeants, notamment, ça peut être en matière de droit du travail, d'âge de départ à la retraite, mais surtout de fiscalité qui peut aussi bien toucher la fiscalité du travail que la fiscalité du capital. Alors là, je vais commencer cette vidéo par une introduction et des gros disclaimers. Alors, cette vidéo n'est pas une vidéo de propagande pour défendre un candidat plutôt qu'un autre, hein. Ma chaîne n'a pas du tout vocation à faire du prosélytisme pour une cause, à part bien évidemment la liberté financière. Alors, j'ai choisi de ne pas faire de promotion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit LinkedIn, WhatsApp, Facebook. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres vidéos, mon objectif n'est pas de faire le plus de vues ici, mais de sensibiliser mon public et mes abonnés sur l'importance de s'intéresser à la politique de manière générale sans tomber dans le fanatisme. Bah donc, comme je l'avais dit en tout début, hein, l'objectif de cette vidéo consiste à vous éclairer un peu sur le ou les candidats les plus compatibles avec votre projet professionnel et votre rapport à l'argent. Donc, je ne m'attarderai pas sur les aspects sociaux et sociétaux que défendent les candidats, ni la morale des choses. Donc voilà, ne soyez pas, par exemple, choqués si je mets par exemple en avant un candidat et qui défend, et ce candidat défend une morale, une vision de la société qui n'est pas en rapport avec la vôtre. C'est pas, je ne fais pas de la publicité pour ceux ou cette candidate en question par rapport à des idées morales, mais plus par rapport au rapport à l'argent et à l'impact en fait que ça peut avoir sur vos finances
sur vos finances personnelles. Et ça c'est quelque chose qui est important. J'essaie de faire la chose de manière la plus pragmatique et la moins passionnelle que possible. Un peu à l'image de ce que j'ai pu faire durant sur les différentes vidéos, hein, les derniers points de marché par rapport à la situation entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, j'essayais de prendre de la distance, de ne pas prendre à fond parti pour Zelensky ou pour Vladimir Poutine. Voilà, l'objectif, c'était d'avoir une vision globale du conflit. Bah là, je vais essayer de faire la même chose avec cette campagne présidentielle en me focalisant sur les aspects finances et liberté financière. Alors, parmi les candidats, j'ai distingué, hein, j'ai divisé les candidats en trois groupes de candidats, et chacun sert des intérêts particuliers. Certains servent des intérêts, voilà, ils vont être au service d'une certaine catégorie de la population. Alors, les trois catégories des candidats, alors le premier, c'est un premier groupe, c'est les candidats, ce que j'appelle les libéraux mondialistes. Alors évidemment, je mets dans cette catégorie Emmanuel Macron, notre président actuel et candidat à sa propre succession, hein. Donc lui, il est clairement libéral centriste, hein, La République en marche. Vous avez dans le même groupe, alors ça peut paraître choquant pour moi, Anne Hidalgo, qui pour moi social-libéral, hein, parti socialiste, qui aussi est un petit peu au service on va dire d'une élite mondialisée. Vous avez Valérie Pécresse, hein, qui a à peu près, hein, la même trame que Emmanuel Macron, avec une vision peut-être un peu plus nationale. Donc ça, c'est la candidate des Républicains. Et vous avez Yannick Jadot, qui a pour moi aussi, hein, la même vue que Emmanuel Macron, mais avec une tendance, avec une coloration, on va dire, écologique. Et ouais, il est du parti Europe Écologie Les Verts. Donc, voilà, donc ces quatre candidats, ben, voilà, ils portent, moi je les ai mis ensemble parce qu'ils peuvent très très bien être ministres d'un même gouvernement. Voilà, ils défendent, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, attention, ils défendent l'idée d'une France qui est, disons, qui est un pion finalement dans une économie globalisée, mondialisée. Voilà, c'est leur vision. Je ne dis pas que si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Alors, il y a un deuxième groupe de candidats que j'appelle les candidats nationalistes. Donc évidemment Marine Le Pen, hein, qui est présidente du Rassemblement national, hein, qui descend du Front national. Vous avez Éric Zemmour, hein, qui est un polémiste, donc un écrivain qui s'est reconverti à la politique, donc qui a fondé son parti Reconquête. Vous avez Nicolas Dupont-Aignan, donc du parti Debout la France, et Jean Lassalle du parti Résistons. Alors là encore, hein, ces quatre candidats pourraient très 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 bien finalement fusionner sur une même liste quelque part. Alors eux, ils défendent l'approche finalement d'une économie vraiment de la France comme État-nation, avec des protections, avec une approche un petit peu protectionniste, et où finalement la mondialisation n'est pas nécessairement la bienvenue. Et enfin, vous avez un troisième groupe de candidats que j'appelle les candidats entre guillemets populistes ou socialistes, qui sont constitués de quatre candidats, hein. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, donc France Insoumise, Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, Philippe Poutou, c'est le nouveau parti anticapitaliste, et Fabien Roussel du Parti communiste. Alors ces quatre candidats, bah, eux, ils plaident en fait un petit peu pour la lutte des classes quelque part. Vous avez, voilà, ils ont un petit peu cette vision d'opposer la France, voire même le monde. Alors, contrairement aux nationalistes, ils ne sont pas forcément centrés sur la France, hein. Pour eux, ils ont une vision internationale de la chose, mais pas une internationale libérale, comme c'est le cas par exemple d'Emmanuel Macron et des autres candidats, mais plutôt d'une internationale des travailleurs. Ils font vraiment ils divisent le monde finalement en deux camps. Vous avez le camp des travailleurs, de la classe entre guillemets laborieuse, hein, qui travaille, qui se lève le matin, et vous avez la classe finalement des, des capitalistes, hein, des investisseurs, de celles et ceux qui détiennent les moyens de production. Et eux aussi, bah, c'est pareil, eux, les intérêts, ils servent les intérêts, bah, évidemment, d'une catégorie qui n'est pas évidemment la même que celle des libéraux mondialistes, et qui n'est pas non plus nécessairement la même que celle des
des candidats nationalistes. Voilà. Donc ça, c'est important, voilà, d'avoir un petit peu j'essaye un petit peu, voilà, de prendre de la hauteur sur un petit peu les vues des candidats. Alors, pour essayer de creuser un petit peu quelles peuvent être les conséquences des politiques financières de ces candidats, j'ai pris 4 individus qui ont un profil vraiment très différent et j'ai essayé de voir en fait quel sera l'impact des différentes politiques économiques et financières des différents candidats sur ces individus. Alors j'ai pris un premier individu qui est voilà, un chauffeur routier qui gagne à peu près 2100 € par mois, qui a à peu près 1600 € par mois de dépenses contraintes, qui a 300 € par mois de dépenses de confort, hein, les voyages, les cadeaux, etc., qui a un patrimoine de 50 000 € et on suppose que le patrimoine en fait génère des intérêts de 5%. Voilà. Donc ce premier profil, donc un chauffeur routier, donc vous voyez, donc on est plutôt dans la classe moyenne, euh, voilà, qui est aussi qui est en concurrence avec l'international. On a vu, il y a certains métiers, ça il faut le dire, voilà, c'est pas du tout prendre parti pour un autre. Il y a un tas de métiers en France qui sont fortement soumis à la concurrence étrangère, à la concurrence internationale. Les chauffeurs routiers en sont en sont un exemple. On sait que voilà, quasiment tous les pays d'Europe, y compris les pays d'Europe de l'Est, avec des salaires beaucoup plus bas, leurs chauffeurs routiers peuvent passer en France et dans une économie, entre guillemets, une approche libérale, ils peuvent être en concurrence avec les chauffeurs routiers français qui ont des salaires plus élevés. Donc voilà le premier type d'individu. Voilà, c'est un exemple, on peut prendre d'autres exemples. Voilà, classe moyenne, chauffeur routier, profession qui est soumise finalement, donc cette personne-là, la mondialisation, elle va tendance plutôt avoir à la subir plutôt qu'à en profiter. Donc voilà. Alors j'ai fait un petit calcul, le calcul de ce que j'appelle le coefficient de liberté financière. Je vous en reparlerai. C'est rien d'autre finalement que le salaire moins les dépenses plus les revenus du patrimoine divisé par le salaire. Donc le CLF, ça peut être aussi le taux d'épargne. On peut considérer finalement que le CLF, c'est un petit peu le pourcentage de votre salaire que vous allez épargner chaque mois. Donc lui, il aura un coefficient de liberté financière aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, de 5%. Voilà. Je prends un deuxième type d'individu. Alors là, c'est un employé de bureau, donc typiquement, voilà, quelqu'un de la classe moyenne inférieure ou des classes populaires qui fait métro boulot dodo tous les jours. Donc, il y a un salaire à peu près de 1700 € par mois. Donc, on est vraiment dans la moyenne des salaires en France. Donc, il a 1500 € par mois de dépenses contraintes. Donc voilà, notamment soit un loyer, soit un crédit immobilier. Et il a des dépenses de confort, 200 € par mois. Vous voyez, il se serre quand même beaucoup la ceinture. Il ne peut pas forcément se faire énormément plaisir. Il a accumulé un petit patrimoine de 10 000 €. Et là encore, je suppose que le rendement de son patrimoine est de 5%. Donc lui, son coefficient de liberté financière, donc son taux d'épargne, ça sera à peu près 7% par mois. Donc on est à peu près dans la même situation que l'individu 1. À la différence près, c'est que finalement cet employé de bureau, il a un salaire peut-être plus faible que le chauffeur routier, mais il est moins soumis à la concurrence internationale que son homologue, que le chauffeur routier. Alors là, j'ai pris un troisième type d'individu. Donc là, on a un cadre de direction qui a un revenu, un salaire très, très confortable, un salaire de 10 000 €, 10 000 € par mois. Alors, ça peut être 100 000 € par an, enfin, un beau salaire, qui a des dépenses contraintes assez élevées, de 5 500 € par mois. Voilà, il se fait plaisir. Il a acheté une très, très grande maison de maître en banlieue ou en province ou un duplex à Paris. Il se fait aussi plaisir dans les voyages, 1 000 € par mois de dépenses. Il a déjà accumulé un petit patrimoine de 300 000 €. Alors, quand je parle de patrimoine, c'est un patrimoine hors résidence principale. C'est un patrimoine net hors de la résidence principale. Donc, il a un petit pécule de 300 000 €. Et là encore, je suppose que le rendement de son patrimoine est de 5%. Et enfin, je mets l'individu 4, donc
donc qui est en fait investisseur, influenceur, hein, influenceur sur YouTube par exemple, et qui est devenu libre financièrement. Donc lui, il est plutôt dans la catégorie des investisseurs. Donc là, on a un salaire qui est très faible, hein, 500 € par mois. Oui, c'est une personne qui finalement n'a plus besoin de travailler, enfin de vivre pour un salaire. En fait, bon voilà, il a 500 € par mois parce que bah voilà, il commence à être connu sur YouTube et il arrive à monétiser ses vidéos. Enfin, ça peut être une autre source de revenus, mais voilà, il n'a pas énormément de revenus actifs, hein, 500 € par mois. Il a des dépenses contraintes par mois de 1000 €, qui n'est pas énorme. Pourquoi? Parce que je suppose que cette personne qui a atteint sa liberté financière est propriétaire de sa résidence principale et qu'il n'a plus de crédit dessus. Alors c'est pareil, hein, notre investisseur libre financièrement, bah, voilà, il se fait plaisir, hein, 500 € par mois, mais sans, voilà, c'est pas la diva, hein, voilà, il n'a pas le même train de vie que notre cadre de direction. Mais voilà, il peut quand même se faire plus plaisir que l'employé de bureau ou le chauffeur routier. Alors évidemment, il est libre financièrement. Il a accumulé un patrimoine de 500 000 €. Alors là encore, je rappelle, un patrimoine de 500 000 € hors résidence principale, parce que la résidence principale, elle ne va pas vous générer des revenus. Ça reste considéré comme un passif au sens de Robert Kiyosaki. Et il a un rendement du patrimoine de 5%. Donc là encore, hein, j'ai calculé son coefficient de liberté financière, hein, et là, j'obtiens 216%. Finalement, ce qui est assez logique, puisque finalement, cette personne-là, elle a un coefficient de liberté financière supérieur à 100%, elle épargne plus que son salaire, et donc elle fait partie justement, c'est la définition de la personne libre financièrement, hein, donc c'est une personne qui peut finalement mener un train de vie sans dépendre d'un salaire, juste avec les revenus de son patrimoine. Ça peut être un patrimoine immobilier ou un patrimoine boursier. Je ne suis pas forcément rentré dans les détails. Donc voilà un petit peu le profil de ces 4 individus, et l'objectif de cette vidéo, hein, de cette suite de présentation, c'est de vous montrer comment chaque candidat, chaque type de candidat à la présidentielle peut impacter l'équilibre, hein, la situation financière de chacun de ces individus. Alors, je vais déjà d'abord attaquer le programme financier d'Emmanuel Macron et plus généralement des libéraux mondialistes, hein. Voilà, je peux pas décrire le programme de chacun des 12 candidats. Voilà, je présente le candidat finalement le plus qui émerge le plus. Donc évidemment, parmi les candidats mondialistes libéraux, je mets en avant Emmanuel Macron qui a la probabilité la plus forte, on va dire, d'être élu parmi ces candidats mondialistes. Alors, c'est quoi la genèse? C'est quoi la philosophie de ces candidats officiels? La France doit être une région qui se fond dans l'Union européenne. Donc, la vision d'Emmanuel Macron, c'est une France qui devient finalement une métropole régionale au sein de l'Union européenne qui, elle, finalement, a valeur d'autorité. Donc on voit bien, hein, c'est un peu, on voit bien par exemple la Constitution européenne, hein, qui a fait lieu d'un référendum en 2005, qui a eu un non, les Français ont voté non, et on a vu Nicolas Sarkozy, donc qui est un peu de la même mouvance, hein, que Emmanuel Macron, qui a quand même fait passer le texte à l'Assemblée. Donc ça, voilà, c'est vraiment la France, c'est une région qui se font dans l'Union européenne. Alors là encore, je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, je vous donne la philosophie. L'Union européenne est aussi un vaste marché de libre circulation des personnes et des capitaux. Emmanuel Macron, tout comme Yannick Jadot, tout comme Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, l'Union européenne, c'est un grand marché où les personnes circulent librement, ainsi que les capitaux. Donc ces personnes-là, hein, donc Emmanuel Macron, ne s'amuseront jamais, par exemple, à condamner le fait que certains pays de l'Union européenne, comme l'Irlande ou le Luxembourg, par exemple, ils aient une fiscalité un petit peu, voilà, qui est plutôt avantageuse pour les entreprises. Voilà, pour eux, c'est pas un problème. Voilà, l'argent doit circuler librement. Moins il y a de barrières à la circulation des capitaux, et mieux c'est. C'est leur philosophie. Les entreprises peuvent optimiser facilement leur imposition et les contrats de travail. Donc, là encore, hein, toujours dans l'esprit d'Emmanuel Macron et des libéraux mondialistes, voilà, les entreprises font un petit peu, voilà, elles ont un peu la main sur quasiment tout.
C'est un petit peu l'idée de la Startup Nation défendue par Emmanuel Macron. Les chômeurs et les personnes au RSA sont sans emploi et par manque de volonté. Voilà, ça encore, on est encore dans la philosophie des libéraux mondialistes. Pour eux, les gens qui sont au chômage ou qui sont au RSA, pour ces personnes-là, elles le sont uniquement par flemme, par manque de volonté, et donc du coup, il faut sévir. Et le dernier point qu'elles défendent souvent, les Français sont un peu feignants et doivent travailler plus et plus longtemps. Retraite à 65 ans, hein, donc ça c'est clairement dans le programme d'Emmanuel Macron, et pourquoi pas à 70 ans d'ici 5 ou 6 ans. Donc ça c'est un petit peu les thèses, on va dire, officielles défendues par ces candidats. Alors là encore, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est plutôt, j'essaie d'être factuel. Alors leur objectif, c'est de créer un grand espace de libre circulation du capital en laissant les patrons et les investisseurs s'enrichir sans limite en pariant sur un ruissellement. C'est la fameuse théorie des premiers de cordée que défendait Emmanuel Macron. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de faire émerger une classe dirigeante formée de grands patrons et d'investisseurs qui vont investir librement. On ne va pas les embêter, on va pas venir farfouiller sur leur manière d'optimiser le capital. On va même les encourager en pariant sur le fait que leurs investissements vont profiter à toute la société. Et le deuxième point, alors ça, c'est pas forcément dit par les candidats, consiste à créer ce qu'on appelle une grande armée de réserve à destination du capital. Donc, les actionnaires et les cadres de direction s'appuient sur un panel de cadres intermédiaires, donc de managers intermédiaires, pour faire tourner le système. Donc, ces managers intermédiaires peuvent compter, peuvent s'appuyer sur une armée d'employés, d'ouvriers ou de petits cadres sur lesquels on va mettre une énorme pression au travail. Et évidemment, toute velléité de demande de hausse de salaire sera réprimée par les remarques types. Vous avez peut-être dû entendre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent votre poste. On va délocaliser, etc., etc. Ça, vous avez peut-être dû être confronté à ça. Vous bossez très, très dur dans l'année. Vous demandez une augmentation et votre chef vous dit désolé. Alors, soit il va vous dire ah bah vous savez, vous êtes nombreux dans l'équipe, j'ai dû faire des arbitrages, vous êtes trop senior, vous avez moins travaillé que les autres. Enfin, on trouvera toujours vous êtes mieux payé que les autres, on trouvera toujours un prétexte. Et si vous insistez, l'étape d'après, votre responsable va vous dire regardez, sur le marché, il y a plein de gens qui rêvent d'avoir un travail. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez heureux d'avoir un travail. Ou lorsque ça se fait au niveau syndical, la menace ultime, c'est on est en concurrence avec les Chinois, les Indiens. Si vous nous augmentez nos charges, parce que le salaire pour les libéraux mondialistes, c'est une charge. Si vous augmentez les charges, on délocalise. Donc toujours dans cet esprit des libéraux mondialistes, les chômeurs seront sans cesse sous pression pour retrouver un travail sous peine de voir leurs allocations diminuer. Et enfin, les personnes en fin de droit et au RSA seront dans l'obligation d'accepter un emploi de 15 à 20 heures par semaine, ce qui, donc là encore au nom du fait que c'est important de travailler et tout, ça c'est ce qu'on vous dit, mais en réalité, le fait que les gens au RSA soient obligés d'accepter un travail à environ 15 heures ou 20 heures par semaine, vous allez mettre une énorme pression sur les personnes qui sont au SMIC. Parce que le SMIC, il est à peu près en brut, à peu près à 1 500 € brut par mois, mais vous travaillez à peu près 35 heures. Les gens au RSA qui sont à 500 € par mois, ils devront travailler 20 heures. Donc, vous voyez, 20 heures, 500 €, 35 heures, 1 500 €. Voyez, là, on a finalement, on a un espèce, voilà, on met la pression. Voyez, on a un peu ce système de pyramide, de pression. Les cadres dirigeants, les investisseurs placent leur capital, leur argent. Ils comptent sur des managers intermédiaires qui sont plutôt bien payés. Alors, pas autant que les investisseurs ou que les cadres de direction, mais ils sont bien payés. Et ces managers intermédiaires mettent la pression sur les travailleurs, sur les salariés, les employés, qui eux-mêmes sont en concurrence, soit avec les travailleurs étrangers, soit avec les chômeurs, qui eux-mêmes sont aussi en concurrence avec les personnes qui sont au RSA. On crée finalement une pression sur la base pour générer du profit en espérant, ça c'est la philosophie des libéraux mondialistes, en espérant
que ces investisseurs, que ces grands patrons vont, grâce aux produits générés, vont faire ruisseler la richesse vers le bas. Je ne dis pas encore si c'est bien, si c'est pas bien, je ne fais pas de philosophie là, je dis juste l'idée, je vous partage l'idée que défendent les personnes comme Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse avec des couleurs un petit peu différentes. Alors, maintenant, on va voir un petit peu l'impact en fait sur les grandeurs macro. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si ces personnes-là, par exemple Emmanuel Macron met en œuvre son programme, on aura à peu près une inflation à 2%. Alors je parle d'une inflation à 2%, j'enlève tout ce qui se passe avec la crise ukrainienne, qui est en train de faire monter l'inflation, hein, j'en ai parlé, hein, le risque de stagflation. Bon, là, je reste sur une hypothèse, on va dire, d'inflation théorique à 2%. Alors, on aurait des salaires qui augmenteraient de 1% en moyenne par an. Donc, on aurait finalement une population, la majeure partie de la population verrait son salaire augmenter légèrement moins que l'inflation. Donc, on voit un peu cette idée de pression sur la base, sauf évidemment pour les cadres de direction qui, eux, verraient leur salaire au moins augmenter, au moins au même niveau que l'inflation. Alors, au niveau des patrimoines, évidemment, les patrimoines qui sont supérieurs à 100 000 euros seraient réévalués à peu près de 10% grâce à des niches fiscales, etc., etc. Par contre, les gens qui ont des petits patrimoines de 5, 10, 15, 20, 30 000 euros, eux, voilà, c'est le livret A qui resterait à peu près à 1%. Donc ça, ce sont les hypothèses en fait financières qui me paraissent assez réalistes si un de ces candidats libéraux mondialistes venait à accéder au pouvoir. Alors maintenant, je vous mets un peu les impacts que ça aura sur les 4 individus. Alors le premier individu, hein, le chauffeur routier, lui, évidemment, son salaire qui est de 2100 euros va augmenter chaque année de 1%. Donc au bout de 5 ans, qu'est-ce qui va arriver? Son salaire sera à peu près à 2200 euros par mois. En revanche, évidemment, les dépenses contraintes, elles vont augmenter de 2% par an, elles vont suivre l'inflation, elles seront à 2098 euros. Les dépenses de confort, pareil, elles vont suivre l'inflation. Son patrimoine de 50 000 euros, lui, forcément, c'est du livret A, du LDD, etc. Donc, ça va augmenter de 1% comme son salaire par an. Le rendement du patrimoine reste inchangé à 5%. Et là, quand on recalcule le coefficient de liberté financière dans 5 ans, il sera à 0. Il ne peut quasiment plus épargner. Il devient, voilà, c'est l'archétype, voilà, de la personne finalement, le chauffeur routier, qui sera une des grosses victimes finalement des politiques libérales mondialistes menées par finalement des candidats comme Emmanuel Macron, parce que ils subissent à la fois l'inflation, mais en même temps, ils n'ont aucun moyen de voir leur salaire augmenter en conséquence, parce que dans la philosophie des libéraux mondialistes, ces personnes-là, par exemple le chauffeur routier, ils seront sans arrêt soumis à la concurrence étrangère, notamment ici dans ce cas-là, l'Europe de l'Est. Le deuxième type d'individu, l'employé de bureau, lui, c'est un peu, voilà, c'est pareil, hein, on avait vu qu'il avait un coefficient de liberté financière de 5%, lui, c'est pareil, et globalement, son salaire va augmenter moins vite que l'inflation, et il aura au final un coefficient de liberté financière qui sera aussi en baisse par rapport à aujourd'hui. Donc à horizon 2027, hein, une fois que, mettons, Emmanuel Macron aura mis en place et aura déroulé son programme, l'employé de bureau sortira appauvri par les mesures. Alors l'individu 3, hein, le cadre de direction, lui, pour le coup, son salaire qui est déjà assez élevé, hein, va continuer à augmenter de 2% par an pendant 5 ans. Et là, je vous rappelle, hein, une augmentation de 2% sur un salaire de base de 10 000 euros, c'est pas pareil que 2% sur un salaire de 1 500 euros. Donc lui, en 5 ans, son salaire aura augmenté de plus de 1 000 euros par mois. C'est pas mal. Les dépenses contraintes, évidemment, elles auront également augmenté, hein, de l'inflation. Pareil pour les dépenses de confort et son patrimoine.
donc de 300 000 €, bah, lui, quelque part, il bénéficie, hein, vous êtes cadre de direction, vous bénéficiez de services voilà, de conseillers en gestion de patrimoine, vous êtes plutôt ouvert au placement financier, soit vous placez l'argent vous-même, soit vous faites appel à un conseiller. Et lui, évidemment, profite finalement de la manne financière proposée par les candidats libéraux pour s'enrichir. Donc son patrimoine passerait de 300 000 € à 483 000 €. Et là, on aurait un coefficient de liberté financière qui passerait de 48% à 53%. On voit clairement que le programme d'Emmanuel Macron et des autres, hein, de Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Yannick Jadot, finalement bénéficierait beaucoup aux cadres de direction. Et le quatrième type d'investisseurs, hein, donc les personnes qui sont libres financièrement ou à la conquête de la liberté financière. Donc là, évidemment, c'est un petit peu le public que touche ma chaîne, hein, puisque moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'entre vous atteignent la liberté financière. Donc, bah, le salaire, évidemment, 500 €, il augmenterait de 1%, un petit peu comme les individus 1 et 2. Les dépenses contraintes, elles augmenteraient de 2%. Donc là, finalement, l'individu 4 serait, à cause du programme d'Emmanuel Macron, dans la même situation que l'individu 1 et 2. Mais quelqu'un qui est libre financièrement, c'est quelqu'un qui a acquis, développé une certaine intelligence financière. Et donc, en fait, il va faire en sorte quand même que son patrimoine profite des mesures libérales que va mettre en œuvre Emmanuel Macron. Et là, on voit que son patrimoine passerait de 500 000 € à 805 000 €, notamment grâce au placement en bourse et dans l'immobilier. Et là, c'est magique. Le coefficient de liberté financière de la personne déjà libre financièrement s'envolerait. On passerait donc je vous remette ici, on passerait de 216% à 423%. Donc là, voilà, ça serait l'individu 4, donc qui est déjà libre financièrement ou qui est en quête de la liberté financière, qui est passionné par les placements, les investissements, profiterait d'une politique libérale et mondialiste d'un candidat comme Emmanuel Macron. Donc voilà ici, voilà, là encore, je ne suis pas là pour défendre tel candidat ou tel candidat. Voilà, sachez que si Emmanuel Macron est élu et réélu président de la République, bah, les perdants, ça sera finalement la classe moyenne, la classe ouvrière. Ce seront les grands perdants, les chômeurs, les gens au RSA, ce seront les grands perdants de la politique d'Emmanuel Macron. Les grands gagnants seront bah, les cadres de direction des grandes entreprises, éventuellement les managers intermédiaires des grandes entreprises et les personnes, les investisseurs qui ont le projet, qui ont l'ambition de devenir libres financièrement, qui connaissent le système, les rouages de ce système actuel et qui savent en profiter pour devenir libres financièrement. Donc, il y a les personnes déjà libres financièrement, mais également celles qui placent, entre guillemets, l'argent de manière, entre guillemets, maligne, intelligente, et qui, elles, finalement, profiteront du système Emmanuel Macron. Alors maintenant, je vais passer voilà, les conclusions. Donc, les programmes des libéraux, bah, voilà, les employés ouvriers verront leur coefficient de liberté financière baisser. Donc, elles seront toujours plus sous pression, avec finalement une hiérarchie qui va être de plus en plus pressante sur ces personnes et des fins de mois toujours de plus en plus difficiles, hein, l'inflation étant supérieure à leur revalorisation salariale, leur pouvoir d'achat s'en trouve dégradé et leur manque de culture financière les empêche de compenser la perte de pouvoir d'achat par la hausse de leurs revenus patrimoniaux. Donc, voilà, hein, je rappelle, hein, je radote un peu, hein, les employés, ouvriers et plus généralement les personnes de la classe moyenne n'ont aucun intérêt à voter pour les libéraux mondialistes, hein, Macron, Jadot, Hidalgo, Pécresse, sauf si celles-ci sont désireuses d'acquérir une forte culture financière afin de faire fructifier leur patrimoine pour atteindre la liberté financière. Donc, très clairement, voilà, si vous êtes ouvrier, employé, classe moyenne, petit cadre, et que l'argent, enfin l'investissement ne vous intéresse vraiment pas, bah, honnêtement, il n'y a aucun intérêt pour moi à voter pour un des 4 candidats libéraux que j'ai décrits plus haut. En revanche, les personnes qui ont le plus intérêt à voter pour les libéraux mondialistes, bah, ce sont les cadres dirigeants qui gagnent très bien leur vie,
qui souvent vivent dans des grandes métropoles et qui ont peu de chances finalement d'être embêtés par des politiques comme Emmanuel Macron ou voilà, comme par la politique qu'appliquerait Emmanuel Macron. Pareil, les personnes ayant atteint la liberté financière ou en voie d'atteindre la liberté financière, eux également, ils ont intérêt à voter pour Emmanuel Macron, ou si la tête de Macron ne leur plaît pas, qui veulent une femme à la tête de la France, bah, vous avez quand même deux candidates sérieuses, hein, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, hein, voilà, des candidates femmes, ou des personnes qui veulent, par exemple, une orientation un peu écologique, mais toujours dans cet esprit mondialisé, bah, vous avez Yannick Jadot qui peut très très bien soit être élu éventuellement président de la République, mais s'il n'est pas élu, il peut très très bien rentrer dans un gouvernement Macron. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ces candidats qui défendent des programmes libéraux et qui sont à fond dans la mondialisation. Alors maintenant, je vais passer au deuxième type de candidats qui sont les candidats, on va dire, nationalistes. Alors là encore, hein, quand je parle de nationalistes, hein, comme quand je parlais de libéralistes et de mondialistes, je ne dis pas nationaliste égale islamophobe, antisémite, etc. etc. Voilà, j'utilise le terme nationaliste au sens purement économique, protectionniste, on va dire. Donc je sors en fait d'idées, enfin de philosophie, on va dire plus, on va dire éthique, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces problématiques. Je parle juste d'un point de vue financier. Alors c'est quoi la genèse des nationalistes? Alors pour eux, alors je parle de Marine Le Pen parce que c'est elle qui a la plus de chances d'accéder au deuxième tour. La France doit reprendre son destin en main, à l'image des États-Unis de Donald Trump ou du Royaume-Uni de Boris Johnson qui a permis le Brexit. Voilà. Donc pour ces personnes-là, finalement, le modèle à suivre, c'est Donald Trump, c'est Boris Johnson. Pour ces personnes-là, l'Europe est la source de tous les maux. Je ne sais pas si voilà, quand vous écoutez Le Pen, vous écoutez Éric Zemmour, voilà, vous écoutez Florian Philippot, donc qui n'est plus dans la course à la présidentielle, mais qui défend un petit peu un programme. Voilà, l'Europe est considérée davantage comme un problème que comme une solution. Alors pour ces candidats-là aussi, l'immigration est entre guillemets, est un poison, voire une plaie pour les Français. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas la question. Moi-même, je suis originaire de l'immigration, j'ai été naturalisé français, donc voilà, je dis juste pour ces candidats-là, les problèmes viennent de l'Europe et de l'immigration. D'ailleurs, si vous avez un débat deuxième tour Macron-Le Pen, vous allez avoir l'immigration qui va revenir sans arrêt au centre du jeu, parce que pour ces candidats-là, le problème, c'est les autres. Voilà, c'est l'étranger. Évidemment, leur philosophie, les immigrés prennent le travail des Français et certains d'entre eux profitent des aides sociales. Voilà, là encore, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas sociologue. Je donne juste la philosophie de ces personnes. Alors, leurs objectifs consistent à créer des barrières protectionnistes pour protéger la France des produits en provenance de l'étranger, avec aussi le risque d'avoir des contre-mesures. Parce que vous doutez bien que si vous mettez des barrières douanières pour empêcher les produits qui viennent d'Europe de l'Est ou de Chine, ben vous doutez bien que les pays vont prendre des contre-sanctions. Alors, leur philosophie, c'est de réindustrialiser autant que possible la France, parce que forcément, bah, l'idée, c'est OK, on met des barrières douanières aux Chinois, donc les Chinois, forcément, ils vont réagir, et pour nous protéger de cela, bah, on va essayer de réimporter les industries, de faire revenir les industries en France. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, je vous donne juste la philosophie de ces partis-là. Alors évidemment, troisième point, mettre en avant la préférence nationale et favoriser l'ouvrier français par rapport, et là je mets des guillemets, par rapport au plombier polonais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être trop jeune, mais quand il y a eu le référendum
pour ou contre la Constitution européenne. Les non, hein, donc ceux qui défendaient le vote contre la Constitution européenne, ils vous disaient, si vous votez la Constitution européenne, la France va être envahie par les plombiers polonais qui vont travailler pour 3 francs 6 sous et vont mettre les Français au chômage. C'était leur message. Et enfin, les nationalistes militent pour un capitalisme national au lieu d'un capitalisme libéral et mondialisé. Donc là, évidemment, je vous renvoie notamment aux thèses de Asselineau, alors qui n'est plus non plus candidat à la présidentielle, mais qui défend un petit peu un espèce de capitalisme national, qui est aussi repris par des personnes comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Alors, quel peut être l'impact macro de mesures financières que prendraient ces candidats? Alors, on aurait une inflation à 4% qui monterait par rapport aux libéraux, par rapport aux libéraux mondialistes, ce qui est logique, puisque quand vous mettez des barrières douanières aux produits chinois, bah, ces produits vont coûter plus cher. Donc, vous allez avoir une inflation qui va augmenter. Vous allez chercher à réindustrialiser, à réimporter, à rapatrier les chaînes de production qui, au lieu de se faire en Chine ou en Inde, elles vont se faire en France. Mais il ne faut pas oublier que les employés français coûtent plus cher que les employés chinois. Donc, ça va encore augmenter l'inflation. Donc là, on aurait une inflation qui augmenterait à 4%. Les salaires augmenteraient peut-être un peu plus qu'avec Emmanuel Macron, mais on serait encore en dessous de l'inflation, on serait à 2% au lieu d'être à 1%. Alors, de nombreux métiers, là, c'est une conséquence, hein, et ça, j'ai pu le voir avec des amis qui sont en Angleterre, qui voient la politique de Boris Johnson, hein, de nombreux métiers se retrouveraient en pénurie, par exemple les chauffeurs routiers, et pour le coup, verraient leur salaire fortement augmenter. Alors, j'ai pris un exemple de 8%, ça peut être 6%, ça peut être 10%, mais là, effectivement, si des partis comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour arrivaient au pouvoir et mettaient en place une préférence nationale, mettaient en place des barrières douanières, bah, on voit hein, ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Hein. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et alors là, c'est vraiment des amis qui sont là-bas, me disent, hein, beaucoup de Polonais, beaucoup d'Européens de l'Est ont dû quitter le Royaume-Uni. Ils ont dû rentrer entre guillemets chez eux, hein, parce que voilà, Boris Johnson applique une philosophie assez nationaliste quelque part, et de l'aveu même des personnes qui sont en Angleterre, bah, forcément, le chauffeur routier britannique qui n'est plus en concurrence avec le chauffeur routier polonais, ukrainien, lituanien, etc., bah, voient leur salaire flamber. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. Beaucoup de métiers manuels, par exemple, au Royaume-Uni, voient leur rémunération exploser à la hausse. À l'inverse, évidemment, bah, celles et ceux qui travaillent à la City de Londres, qui profitent finalement de la mondialisation, bah là, pour le coup, on voit des délocalisations, puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. On voit des délocalisations de banques vers l'international. Ça peut être soit vers Hong Kong, Singapour, soit en Europe en général, soit en Irlande, soit à Francfort en Allemagne, et dans une moindre mesure à Paris. Alors, la revalorisation des patrimoines, on aurait des revalorisations de 2% par an. Et il sera, à mon sens, plus dur pour les gros patrimoines d'aller chercher de la performance à cause des marchés qui seront déçus par le protectionnisme. Je vous rappelle, hein, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, quand Donald Trump, à chaque fois que Donald Trump tweetait contre la Chine, en menaçant la Chine de sanctions, que faisait le Dow Jones le lendemain? Le Dow Jones perdait 2, 3, 4%. Donc ça, les marchés n'aiment pas du tout le protectionnisme. Et du coup, bah, forcément, ça va limiter la revalorisation des patrimoines, des gros patrimoines en tout cas. Alors là, quel est l'impact sur les différents individus, hein? Alors évidemment, le chauffeur routier, lui, il verrait son salaire augmenter de 8% par an pendant 5 ans, puisqu'il n'est plus soumis à la concurrence des chauffeurs routiers d'Europe de l'Est, de l'international. Et donc, du coup, il est plus en position de force pour demander une augmentation à son patron. Lui, clairement, il fera partie des grands gagnants, quelque part, de l'arrivée au pouvoir de nationalistes. Alors évidemment, l'inflation à 4%, ça nous ramène à des dépenses qui passent de 1 900 à 2 300 euros, etc. Le patrimoine qui passe de 50 000 à 55 000 euros. Et en conséquence de ça, on a un coefficient de liberté financière qui passe de 3%, 4%
actuellement à 29%. Donc voilà, clairement, voilà, par exemple, les métiers manuels, les métiers comme chauffeur routier, les métiers manuels, eux, évidemment, bah, ils se retrouveraient en situation de monopole, quelque part. Les Français, entre guillemets, hein, les Français avec la carte nationale d'identité à jour, etc., eux se retrouveraient en position de force parce qu'évidemment, ils n'auront plus la concurrence des, des autres pays, quelque part. Et donc, du coup, eux sortiraient gagnants d'une politique protectionniste mise en place par un gouvernement tel que celui de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Alors pour la deuxième catégorie d'individus, les employés de bureau, bah, eux finalement leur situation, elle serait quasiment inchangée. Alors ils auraient peut-être des salaires qui augmenteraient un peu plus, mais une inflation qui augmenterait aussi plus, et puis un patrimoine qui aurait un rendement, voilà, peut-être un peu même moins bon que sous Macron. Et là, ils auraient un coefficient de liberté financière de 0. Donc les employés de bureau, clairement, ne sortiraient pas gagnants. Les ouvriers, enfin voilà, ne sortiraient pas vraiment gagnants de l'arrivée au pouvoir finalement de nationalistes. Alors les individus 3, les cadres de direction, bah, eux, finalement, ils seront un petit peu lésés hein, par la démondialisation prônée par les nationalistes et verraient évidemment leur coefficient de liberté financière baisser. Voilà, baisser, alors pas forcément très fortement, mais ils perdraient 10 points en matière de capacité d'épargne ou de coefficient de liberté financière. Et les individus 4, hein, donc les personnes, les investisseurs, les personnes libres financièrement, bah, elles, évidemment, elles pourraient, à mon sens, continuer à rester libres financièrement. Donc l'arrivée au pouvoir d'un parti nationaliste ne remettrait pas en cause la liberté financière, mais quelque part, elle les pénaliserait dans la mesure où leur patrimoine rapporterait moins sous un gouvernement Le Pen ou Zemmour que sous un gouvernement Macron. Là, on aurait un coefficient de liberté financière qui reste certes intéressant, mais qui serait en baisse par rapport à ce qu'il est actuellement et à ce qu'il peut être avec un gouvernement Macron. Alors, en conclusion, les employés et ouvriers verront leur destin financier diverger en fonction de leur secteur. Les employés qui évoluent dans des secteurs où l'on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, hein, le BTP, les chauffeurs routiers, seront en position de force pour négocier de fortes augmentations. Ces secteurs se retrouvant en tension pénurique. Ça, on le voit hein, en Angleterre, hein, où vraiment on a tout un tas de métiers qui profitent clairement du Brexit. Prenez par exemple même les pêcheurs anglais, eux finalement, ils profitent finalement du fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. L'inflation sera en moyenne supérieure à la hausse des salaires. Le pouvoir d'achat des employés, par contre, non soumis à la concurrence internationale, lui, il restera inchangé. Les cadres dirigeants qui profitent de la mondialisation verront leur pouvoir d'achat fortement rogné, clairement. Les investisseurs ou les personnes qui visent la liberté financière seront lésés par le comportement des marchés face au protectionnisme, à l'image de ce que faisaient les marchés à chaque tweet de Donald Trump contre la Chine. Et en conclusion, les employés et ouvriers qui sont dans des secteurs soumis à la concurrence étrangère ont tout intérêt à voter pour des nationalistes. Ça, voilà. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien. Attention, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ils sont islamophobes, pas islamophobes, etc. Voilà, je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je dis juste quel est l'intérêt de telle ou telle partie de la population de voter pour tel ou tel candidat en fonction de ses intérêts purement financiers. Donc évidemment, vous êtes employé ouvrier, vous êtes sans cesse soumis à la concurrence étrangère, très très clairement, vous avez intérêt à voter pour un parti comme celui de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. En revanche, les élites mondialisées et les investisseurs en quête de liberté financière, elles, clairement, elles ont tout intérêt à ce qu'un nationaliste n'arrive pas nécessairement au pouvoir. Ça, c'est clair. Même si notamment pour les personnes qui ont réussi à conquérir leur liberté financière, finalement, voilà, comme on l'a pu le voir avec Trump ou Johnson, hein, les marchés peuvent s'en remettre d'une
d'une politique, on va dire, beaucoup plus, on va dire, nationaliste que libérale. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les candidats nationalistes. Alors maintenant, je vais passer au troisième groupe de candidats, qui sont les candidats, ce que j'appelle socialistes ou populistes. Là encore, hein, il ne faut pas voir de mauvais, voilà, de sens péjoratif à ce que je dis, hein, libéraliste, mondialiste chez Macron, nationaliste chez Le Pen ou socialiste, populiste chez Mélenchon. Ce n'est pas forcément connotation négative, c'est quelle cible de population ils visent. Alors la genèse des candidats socialistes ou populistes, bah, chez eux, le monde se divise en deux catégories. Vous avez une grande masse de travailleurs fidèles et courageux qui travaillent avec acharnement, un métro, boulot, dodo, et qui est exploité par une caste de dirigeants et d'actionnaires cupides et véreux. Alors ça, c'est vraiment la philosophie. Hein. Si vous suivez les discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est sans arrêt, voilà, je vais tout vous piquer, les patrons, etc. Enfin, il a un discours assez agressif, voilà, vis-à-vis des élites dirigeantes et des investisseurs. La France fait partie de ce monde-là. Alors, pour les populistes, contrairement aux nationalistes, la France, elle s'inscrit dans la mondialisation. Hein. Donc, Jean-Luc Mélenchon, si vous voyez son discours, il n'est pas du tout contre la mondialisation, hein, comme Emmanuel Macron. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème. Hein. On doit accueillir la misère, on doit porter secours à son prochain. C'est un petit peu les thèses véhiculées par Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que la cause des maux, elle ne provient pas de l'immigration, mais de la bureaucratie néolibérale européenne et des paradis fiscaux. Alors l'objectif de ces partis, hein, c'est augmenter les plus bas salaires et en particulier le SMIC, indexer automatiquement les salaires sur l'inflation, hein, comme c'était le cas dans les années 70, rabaisser la retraite à 65 ans. Donc là, on est quasiment à l'opposé de ce que prône Emmanuel Macron. Alors évidemment, comment on finance tout ça? Eh ben, on augmente massivement les impôts des plus hauts salaires, on rétablit l'ISF, on augmente drastiquement l'imposition des revenus du capital, on augmente massivement l'impôt sur les successions jusqu'à avoisiner, de ce que j'ai pu comprendre, 100% d'impôt sur les successions au-delà de 12 millions d'euros, hein, ce que disait Mélenchon, au-delà de 12 millions, je prends tout. Et enfin, pour éviter que les riches, entre guillemets, ne partent à l'étranger, l'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'instaurer un régime d'extraterritorialité du droit français, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis, afin de pouvoir continuer à taxer les récalcitrants qui seraient tentés de s'expatrier à l'étranger pour payer moins d'impôts. Donc voilà, donc ça c'est la genèse du programme des populistes, des socialistes, qui consiste à finalement faire de la redistribution, augmenter la retraite, enfin diminuer l'âge de la retraite, on augmente les petits salaires, on indexe systématiquement les salaires, notamment les bas salaires, sur l'inflation. Et l'argent, on le prend d'où? Entre guillemets, hein, je mets des guillemets, on le pique finalement des poches des patrons, des dirigeants qui sont accusés finalement de, entre guillemets, hein, de vampiriser l'économie et des investisseurs. Là encore, je ne dis pas si c'est bien, si c'est pas bien, finalement, je vous dépeins de manière assez, peut-être un peu grossière, les philosophies des différents candidats. Alors, quels seront les impacts macro? Évidemment, on aura une inflation à 6%, on aura une inflation qui va continuer à augmenter, parce qu'évidemment, vous allez indexer à chaque fois les salaires sur l'inflation. Dès que vous avez une hausse de l'inflation, systématiquement, vous allez avoir des cliquets qui vont se mettre en place et le SMIC va suivre très rapidement la remontée, la montée de l'inflation. Vous allez avoir une inflation à 6%, vous allez avoir une hausse de 6% en moyenne des salaires, avec même des hausses de 10% de salaire pour les métiers pénibles, comme par exemple les métiers manuels. Hein, Jean-Luc Mélenchon est assez sensible. Là encore, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il est assez sensible, en tout cas plus peut-être que Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Il est assez sensible finalement aux métiers entre guillemets pénibles. Voilà, il a une certaine sensibilité à ça. Alors évidemment, hein, les cadres dirigeants ne verront leur salaire augmenter que de 3%, donc moins que l'inflation, en raison de la surimposition des employeurs. Parce que là encore, les partis, entre guillemets, populistes, ce qu'ils veulent pour freiner la hausse des salaires
sur les dirigeants, bah, c'est de dire aux entreprises, OK, si vous augmentez les salaires de vos cadres dirigeants, bah, ça vous coûtera 2 ou 3 fois plus d'impôts dessus. Donc forcément, la conséquence de cela, bah, c'est que les cadres dirigeants verront leur salaire augmenter moins vite que le reste de la population. Et enfin, bah, les hauts salaires, en plus d'être moins augmentés, subiront une décote de 10% environ en raison de l'ajout de tranches d'imposition supplémentaires. Parce que bah, voilà, Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il n'y a pas assez de tranches d'imposition et qu'il veut rendre l'impôt beaucoup plus confiscatoire pour les hauts revenus. Donc, vous vous rappelez un peu la taxe à 75% que voulait faire François Hollande, qui a ensuite rétropédalé. Bah, Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut aller jusqu'au bout de ça. Alors, sur les patrimoines, voilà, donc ce que j'ai pu voir des programmes, les patrimoines, les petits patrimoines inférieurs à 100 000 euros, bah, eux continueront à augmenter de 5% parce que, a priori, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas alourdir la fiscalité sur les petits patrimoines. À partir de 400 000 euros, là, on verrait finalement les patrimoines augmenter que de 2% parce que voilà, la fiscalité sera peut-être un peu moins avantageuse. La hausse des patrimoines entre 400 000 et 800 000 euros serait a priori quasiment nulle. Parce que il va y avoir voilà, à cause de la hausse des impôts et puis aussi des marchés qui clairement ne verront pas du tout d'un bon œil l'arrivée d'un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. Et enfin, les patrimoines supérieurs à 800 000 euros, alors il y a une petite coquille, c'est pas 400 000 euros, c'est 800 000 euros, verraient en moyenne une décote de 10% à cause notamment du rétablissement de l'ISF. Alors, de manière générale, les patrimoines seront pénalisés par la baisse des marchés qui vont prendre peur des mesures prises par des candidats populistes. Voilà. Et enfin, le rendement du patrimoine, lui, il baissera à 1% en raison de la baisse des marchés et surtout de la taxation des revenus du patrimoine. Clairement, Jean-Luc Mélenchon a clairement laissé entendre que les personnes qui vivent des revenus de l'argent placé en bourse notamment, ou des gros propriétaires immobiliers, ça c'est mal, entre guillemets, selon lui. Et évidemment, ces sources de revenus seront très fortement taxées. Donc voilà un petit peu, alors on peut ne pas être d'accord avec ces chiffres, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur de l'impact d'un programme comme celui de Jean-Luc Mélenchon. Alors on va voir un peu les conséquences sur nos différents individus. Alors évidemment, le chauffeur routier, lui, évidemment, il sera moins favorisé que par rapport à l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Marine Le Pen, parce qu'il sera toujours soumis à la concurrence internationale. Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout contre la libre circulation des individus et des capitaux au sein de l'Union européenne. Il est pour la taxation de ces revenus, mais il n'est pas pour leur libre circulation. Donc le chauffeur routier se verrait à nouveau en concurrence avec la concurrence européenne, on va dire. Par contre, grâce au mécanisme d'indexation des salaires sur l'inflation et grâce aux primes de pénibilité accordées, pourrait voir sa situation améliorée, 14% par rapport, alors peut-être pas par rapport à Le Pen, mais par rapport à Emmanuel Macron. Un chauffeur routier, par exemple, ou un plombier, sortirait gagnant finalement de l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Pareil pour l'individu 2, l'employé de bureau qui fait métro, boulot, dodo, lui c'est pareil, il serait plutôt protégé, il serait dans les tranches basses d'imposition et verrait son imposition diminuer et son salaire revalorisé sans cesse au même rythme que l'inflation. Donc, conséquence pour ça, le coefficient de liberté financière, le pouvoir d'achat des employés de bureau se verrait amélioré si je reviens par rapport à la situation initiale. Donc, les employés de bureau, ils ont à peu près un 7% d'épargne. Avec Emmanuel Macron, il serait à 4%. Et là, donc voilà, avec quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, il monterait à 10%. Effectivement, ce qui est assez cohérent avec le programme des populistes ou des socialistes, c'est que les employés de bureau, les personnes qui font vraiment métro, boulot, dodo, qui sont dans la rat race, quelque part, sortiraient avantagés par la politique de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Alors, le type 3, l'individu 3, alors eux, là, on rentre dans les perdants, clairement.
Le cadre de direction, bah, lui, verrait son salaire continuer à augmenter, mais évidemment, vous voyez, il subirait, hein, j'ai mis ça, il subirait une décote de 10% à cause de l'instauration de tranches marginales d'imposition toujours plus élevées. Donc finalement, globalement, le cadre de direction verrait son salaire quasiment pas augmenter au bout de 5 ans. Alors, en termes réels, en réalité, son salaire baisserait parce que l'inflation continuerait à rogner ses dépenses. Vous voyez, ses dépenses passeraient de 5 500 à 7 300 euros. Les dépenses de confort passeraient de 1 100 à 1 300 euros, alors que le salaire, lui, passerait que de 10 000 à 10 400 euros, parce que les petites hausses de salaire que auront les cadres de direction seront entièrement mangées par l'imposition. Pareil, le patrimoine augmenterait, mais moins vite qu'avec un Emmanuel Macron, et le rendement du patrimoine des cadres de direction s'effondrerait à 1%. Et là, effectivement, en conclusion, pour les cadres de direction, leur coefficient de liberté financière, là, il chute, donc il passe de à peu près 50% aujourd'hui à seulement 29% sous un gouvernement Mélenchon. Donc, très clairement, les cadres de direction qui profitent des avantages fiscaux, notamment sur les hauts revenus, sur les gros patrimoines, se verraient finalement pénalisés par l'arrivée au pouvoir d'un parti comme celui de Jean-Luc Mélenchon. Et les individus 4, alors eux, ce sont les grands perdants, les personnes libres financièrement, qui n'ont pas forcément de gros salaires, qui finalement, entre guillemets, n'en ont rien à faire du salaire. Ils ont 500 euros par mois, voilà, ils ont des revenus, ils font des vidéos YouTube, ils font un petit peu, voilà, ils se versent un petit salaire pour avoir pour avoir on va dire une protection sociale. Donc eux, clairement, voilà, leur salaire va pas augmenter des masses. Par contre, leurs dépenses vont flamber à cause de l'inflation. Parce que comme eux, voilà, ils ne sont pas au SMIC, etc., ils sont en dehors du système du salariat, eux sont fortement pénalisés par l'inflation. Et deuxième effet qui se coule, leurs revenus du patrimoine seront fortement pénalisés par la fiscalité prohibitive que mettrait en place un gouvernement Mélenchon. Puisque je rappelle, les mesures de retraite à 60 ans, de revalorisation des bas salaires, etc., de recrutement de fonctionnaires en plus, notamment par exemple dans la fonction publique hospitalière ou dans l'éducation nationale, toutes ces mesures-là, là encore, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est même plutôt bien. Moi, je trouve qu'il faut plus de professeurs, il faut plus d'infirmiers, il faut que les bas salaires soient revalorisés. Enfin, je ne suis pas contre cela, mais on est dans une économie, un jeu à somme nulle, et ces mesures-là, ceux qui vont les payer, ce sont les cadres de direction et beaucoup entre guillemets, les capitalistes, c'est-à-dire les personnes dont l'objectif est justement de sortir de la rat race via la conquête de la liberté financière en tirant des revenus du patrimoine. Alors, en conclusion, avec un gouvernement Mélenchon, les employés et ouvriers verront leurs conditions financières s'améliorer grâce au mécanisme d'indexation des salaires sur l'inflation et une plus grande prise en compte de la pénibilité. Les cadres dirigeants verront leur pouvoir d'achat baisser sensiblement. En effet, en surimposant les entreprises sur les hauts salaires, celles-ci seront moins tentées d'augmenter leur cadre de direction. Et en plus, ces derniers feront de toute façon l'objet d'une plus forte imposition sur les revenus. Les investisseurs ou les personnes visant la liberté financière seront écrasés par les nouvelles règles. Je dis bien écrasés par les nouvelles règles. En effet, les revenus du capital seront tellement imposés que beaucoup d'investisseurs devront se remettre en recherche d'un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc là, je vous rappelle la diapo. Regardez le coefficient de liberté financière de l'investisseur qui passe de 200% sous Macron à moins 175% sous Mélenchon. Donc voilà, donc beaucoup d'investisseurs, de petits investisseurs qui sont libres financièrement ne pourront plus continuer à vivre de des intérêts de leur patrimoine et devront se remettre à chercher un travail pour profiter finalement du salariat. Alors là encore, les employés et ouvriers ont tout intérêt à voter pour des candidats
populistes, entre guillemets, ou socialistes, comme Jean-Luc Mélenchon. En revanche, les élites mondialisées, et surtout les investisseurs en quête de liberté financière, grâce à l'investissement, doivent à tout prix éviter qu'un populiste arrive au pouvoir. Surtout, hein, je rappelle, en France, il est très mal vu de vivre grâce à ces investissements et la population préfère en général les personnes qui travaillent dur, entre guillemets, avec le métro, boulot, dodo, que les investisseurs considérés par beaucoup comme des parasites et des profiteurs. Alors là, c'est beaucoup de gens en France pensent tout bas ce que finalement Jean-Luc Mélenchon dit tout haut. Donc il y a fort à parier que si les candidats comme Jean-Luc Mélenchon arrivent au pouvoir, bah, vous allez avoir une libération de la parole, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont finalement laisser éclater leur colère, leur mépris, leur dégoût vis-à-vis des personnes qui vivent de leurs investissements. Donc ça c'est, il y a ce risque-là. Avec l'arrivée des populistes, hein, la parole s'en trouverait libérée et les investisseurs, à défaut de perdre leur patrimoine, verront leurs revenus du patrimoine tellement amputés par la fiscalité qu'ils seront obligés de retrouver un travail à défaut de pouvoir s'expatrier à cause justement de la mise en place de l'extraterritorialité du droit français. Donc là, évidemment, je pense un petit peu à tous les influenceurs qui défendent la liberté financière, qui vivent à Bali, qui vivent à Dubaï, qui vivent au Costa Rica, en Thaïlande. Ces personnes-là qui ont des revenus grâce à leurs vidéos, grâce à leur formation, il y a fort à parier que ces personnes-là seront très fortement imposées par l'arrivée de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, parce que justement, il va leur dire, écoutez les gars, vous êtes français, vous avez le passeport français, vous faites finalement une partie de vos bénéfices en France grâce aux formations que vous vendez aux francophones. Vous avez sans doute un patrimoine immobilier, grosse partie en France, vous serez imposé avec les lois françaises en France. Donc justement, on aura vraiment les perdants. Clairement, les personnes qui visent la liberté financière n'ont clairement pas intérêt à ce que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir. Donc là, je termine cette vidéo pour vous faire un petit panel, un petit tableau de quelle peut être la situation de nos quatre typologies d'individus. Alors clairement, les ouvriers qui sont soumis à la concurrence internationale, eux clairement, ils ont vraiment pas intérêt à ce que Emmanuel Macron soit réélu, très clairement. Et eux, ils ont plutôt intérêt, moi si j'étais eux en tout cas, là encore, je ne parle pas d'éthique, de rapport à l'égalité homme-femme, du rapport aux immigrés, du rapport aux religions. J'exclus tout ça, je parle juste d'un point de vue portefeuille. Si je devais voter à mon portefeuille, moi, je serais un ouvrier soumis à la concurrence internationale. Clairement, je voterais pour Zemmour, pour Marine Le Pen, pour ces partis-là, pour justement tirer les marrons du feu. Maintenant, vous êtes employé, cadre moyen, vous faites métro, boulot, dodo tous les jours. Finalement, vous n'êtes pas forcément pénalisé par la mondialisation, par l'immigration. Vous êtes neutre par rapport à ça. Très clairement, vous n'avez pas intérêt à voter pour un candidat comme Emmanuel Macron, parce que voilà, de toute façon, très clairement, Emmanuel Macron, ceux qui le financent, ceux qui financent sa campagne, c'est des gens comme Bernard Arnault, et vous doutez bien que les intérêts d'un Bernard Arnault ne matchent pas avec les intérêts d'un employé qui fait métro boulot dodo tous les jours, et dont l'objectif n'est pas d'atteindre la liberté financière. Clairement, un candidat comme Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, clairement, ce n'est pas dans l'intérêt des employés de voter pour ces candidats-là. Pareil, hein, pour les candidats nationalistes, si vous êtes employé ou cadre moyen, voter pour des partis nationalistes, ce n'est pas forcément avantageux d'un point de vue financier parce que, alors sauf si vous êtes soumis à la concurrence internationale, hein, si vous êtes au-dessus, mais si vous n'êtes pas soumis à la concurrence internationale, le fait de mettre des barrières à l'immigration et au commerce international, ça aura un impact, c'est l'inflation. Donc finalement, vous serez pénalisé par l'inflation, encore plus que finalement sous Macron. Par contre, vous avez clairement intérêt
si vous êtes finalement un petit salarié de la classe moyenne, vous avez de gros horaires, un métier pénible, vous avez envie de prendre votre retraite assez tôt parce que vous avez un métier pénible, bah, très, très clairement, moi, je serais dans cette situation-là. Je voterai clairement Jean-Luc Mélenchon ou un autre de ces partis-là dans mes intérêts à moi. Troisième catégorie, vous êtes cadre dirigeant, vous êtes directeur adjoint, vous avez un salaire, vous avez gagné plus de 100 000 € par an, vous faites partie des 1% les plus riches. Hein, donc, quelqu'un qui gagne à peu près 100 000 € par an en salaire fixe, bah, il fait partie des 1% qui gagnent le plus, on va dire, les salaires les plus élevés de France. Très, très clairement, vous profitez à fond de la mondialisation. Votre entreprise fait des bénéfices à l'étranger. Vous êtes cadre de direction. Clairement, vous avez un périmètre de responsabilité qui est élargi. Clairement, vous avez tout intérêt à voter pour Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, sa tête ne vous plaît pas, vous pouvez voter Yannick Jadot, vous pouvez voter Anne Hidalgo, vous pouvez voter Valérie Pécresse. Tout ça, d'un point de vue financier, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, quoi. Clairement, vous êtes cadre dirigeant, faut pas forcément voter nationaliste, parce que qui dit restriction de la mondialisation dit baisse de votre périmètre de responsabilité, surtout si vous travaillez dans un grand groupe du CAC 40. Alors clairement pas, clairement il faut fuir les populistes, les partis socialistes. Finalement, vous êtes cadre de direction. Moi c'est marrant, je vais pas citer de nom, mais je connais des gens qui sont cadres de direction, qui gagnent 100 000 € par an et qui m'ont dit qu'ils ont envie de voter Mélenchon. Là encore, je comprends pas. J'avoue, je suis perplexe. Et là encore, vous voyez, depuis le début de la vidéo, je ne tape pas sur un candidat plutôt qu'un autre. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut être cadre de direction et voter pour Jean-Luc Mélenchon. Comme j'arrive pas à comprendre comment on peut être employé, ouvrier, cheminot, bosser 7 jours, enfin 5 jours sur 7, de 8 heures du matin à 6 heures le soir, avec 3 heures de transport par jour, des prix de l'essence qui flambent, et voter Emmanuel Macron. Moi, j'avoue, vous êtes ouvrier soumis à la concurrence internationale ou employé, je vois pas l'intérêt de voter pour Emmanuel Macron. Pour moi, c'est se planter, c'est se tirer une balle dans le pied. Sauf si votre objectif, c'est d'atteindre la liberté financière et d'acquérir entre guillemets, une intelligence financière. Là, clairement. Et là, en fait, je passe à la dernière catégorie, hein, qui sont les investisseurs et les personnes à la conquête de la liberté financière ou qui ont déjà atteint leur liberté financière. Bon, là, clairement, pour le coup, si votre objectif, c'est de conquérir votre liberté financière, alors là, il faut voter Emmanuel Macron sans aucun souci. Hein. Emmanuel Macron, c'est vraiment le candidat, pour moi, des investisseurs. Tout comme Valérie Pécresse, d'ailleurs, hein, ou comme Yannick Jadot. Yannick Jadot, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y aura peut-être une taxation un peu plus élevée sur certains secteurs, entre guillemets, polluants. Mais clairement, par exemple, Emmanuel Macron, très clairement, si votre objectif, c'est de conquérir votre liberté financière, si vous êtes déjà libre financièrement, ou même si vous êtes ouvrier, employé, et que vous avez envie de conquérir votre liberté financière, vous aimez investir, vous avez envie d'investir, très clairement, bah, voilà, il faut voter pour un parti comme celui d'Emmanuel Macron, parce que vous aurez tout à gagner avec une fiscalité plus faible sur le capital et une inflation finalement qui restera assez modérée à cause justement de la mondialisation qui va mettre une énorme concurrence sur sur les bas salaires quelque part, sur les salariés. Donc finalement, vous, en tant qu'investisseur, vous profitez à fond de la mondialisation parce que les marchés aiment beaucoup la mondialisation. Demain, Emmanuel Macron est réélu, le CAC 40, sauf crise internationale, le CAC 40 va continuer à monter. Le CAC 40 ne s'est jamais aussi bien porté que sous Emmanuel Macron. Que ce soit Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie sous Hollande ou Emmanuel Macron en tant que président de la République. Par contre, demain, je vous mets ma main à couper, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui devient président de la République, vous allez voir le CAC 40, il va tirer une sacrée tête. Hein. Et là, évidemment, si votre but, c'est de conquérir la liberté financière ou vous êtes déjà libre financièrement, j'ai mis carrément 3 têtes qui font la grimace. Il ne faut clairement pas voter pour des partis, entre guillemets socialistes, populistes, parce que clairement, vous serez un peu les revenus de votre patrimoine seront taxés justement au maximum pour financer les réformes de Jean-Luc Mélenchon, pour améliorer les conditions
justement de la classe laborieuse. Vous voyez. Donc, clairement, vous n'avez pas intérêt à voter populiste et même, entre guillemets, pas forcément non plus intérêt à voter pour des candidats, entre guillemets, nationalistes, parce que le protectionnisme, en général, n'est jamais bon pour les marchés financiers. Et c'est difficile d'imaginer d'atteindre la liberté financière sans investir une partie de son patrimoine sur les marchés financiers. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire hein, sur tout ça. Voilà, donc là, c'est pas du tout une vidéo pour vous pousser à prendre parti d'un parti plutôt qu'un autre. Je ne suis pas là en train de dire c'est pas bien d'être pour les immigrés ou contre les immigrés, d'être pour augmenter la fiscalité ou la diminuer, etc. Pour, je sais pas, le mariage pour tous ou anti-mariage pour tous, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo. Ma chaîne n'a pas vocation à défendre une idéologie. Moi, je défends plutôt la liberté financière et je vous donne finalement ce que peut, enfin, ce que vous pouvez devenir d'un point de vue financier en fonction de l'un ou de l'autre des différents candidats. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de voter non pas en fonction de la tête de quelqu'un, enfin là, le physique de quelqu'un, on s'en fout. Hein, je veux dire, voilà, Emmanuel Macron, voilà, il peut avoir beaucoup, beaucoup de charme, ou Valérie Pécresse, ou vous pouvez trouver Jean-Luc Mélenchon génial en tant que tribun. Moi, je vous encourage vraiment à voter en fonction de vos intérêts financiers. Parce que finalement, ce qui restera à la fin du prochain quinquennat, c'est votre compte en banque. C'est votre plus grand allié. Voilà, moi, par exemple, moi, vous voyez, moi, je défends tout ce qui est les problématiques liées à la liberté financière, clairement. Pourtant, ça ne m'empêche pas de trouver que Jean-Luc Mélenchon, c'est un très grand tribun. Jean-Luc Mélenchon, de tous les candidats, c'est celui qui connaît le mieux ses dossiers. Il est incollable, il travaille ses dossiers, il peut il peut parler sans quasiment lire ses notes. C'est quelqu'un qui est très très cultivé, c'est quelqu'un qui a un bagou, qui parle très très bien. Mais là encore, je n'appelle pas les gens à voter en fonction du charisme d'une personne. J'appelle les gens, voilà, à voter en fonction de leurs intérêts, de leurs projets financiers et professionnels. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je ne vais pas faire de publicité par rapport à cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce que je ne veux surtout pas qu'on croie que je fais du prosélytisme pour un parti plutôt qu'un autre. Enfin, si vous suivez attentivement ma vidéo, vous voyez bien que je n'appelle pas à voter telle ou telle personne. Hein. Je ne fais pas campagne pour tel ou tel candidat. Donc, je ne ferai pas de publicité. Voilà, seules les personnes qui connaissent ma chaîne pourront voir cette vidéo et la partager. Voilà. En tout cas, faites vos calculs, sortez vos calculatrices et vraiment essayez de voter vraiment avec votre portefeuille, avec votre tête, plutôt qu'avec le sentiment, avec l'émotion. Parce que, comme je vous dis, à la fin du mois, ce qui reste, c'est votre compte en banque. Hein. C'est ça qui va vous permettre de vous faire plaisir ou au contraire de devoir vous serrer la ceinture. C'est votre compte en banque. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et j'espère que la qualité de cette vidéo sera bonne. J'inaugure un nouveau format. En tout cas, bon week-end et à très bientôt. Salut tout le monde.